Bonjour à toutes et tous, bon après-midi de votre côté, bonjour chez nous. Je suis Stécie Auterville, doctorante en troisième année au CREF en Guadeloupe. Je vais donc mener cette présentation que je suis ravie de vous présenter, favoriser un enseignement supérieur équitable et résilient par l'accompagnement expérientiel. Je suis donc accompagnée d'Elisabeth Audacre, maître de conférence, maîtresse de conférence, et mon directeur Antoine Delcroix et Priscilla Ramsani qui accompagne aussi. Cette présentation s'inscrit dans le cadre du projet Respire. Le projet Respire, non, Respire, ce n'est pas que je vous dis de respirer, c'est un acronyme qui signifie rétablir l'expérience sensible pour des pratiques inclusives, résilientes et équitables. Et ce projet réunit trois territoires francophones, trois universités, donc l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, la Haute École pédagogique du canton de Vaud à Lausanne, en Suisse, et le CREF, notamment en Guadeloupe. Et dans ces trois équipes, trois communautés de pratique qui réunissent formateurs, formatrices de plusieurs disciplines et des chercheurs sont réunis. Alors, le contexte qui réunit ces trois territoires, donc ce projet, 2020, on l'a tous vécu, passage brutal d'un enseignement majoritairement présentiel à un tout distanciel. Donc, le monde a été confronté à ces quelques conséquences négatives notables, notamment pour la communauté éducative et les décideurs qui ont été pris de court pour toutes et pour tous, un isolement physique et mental, pour reprendre les mots de Aimon et Fortin, désensibilisation ou corps opaque, la détresse des usagers du monde éducatif pour les formateurs et tout statut confondu, l'accentuer, pardon, l'accentuation des inégalités dans les apprentissages pour les apprenants et l'intensification du travail avec une frontière floue entre vie privée et vie professionnelle. Donc la question induite dans le projet Respire, c'est donc quelle résilience de l'environnement universitaire après le choc de l'isolement physique et mental dans lequel les formateurs et apprenants ont été plongés lors de la pandémie. Et cette question est centrale dans la mesure où tout porte à croire que les interactions numériques sont vouées à rester, notamment comme ici, comme on le voit. Alors, l'hypothèse générale de Respire, c'est que la résilience des environnements universitaires et de la société dépend d'un nouvel équilibre entre l'utilisation inévitable d'une part des outils numériques et la place de l'expérience sensible et de la corporéité. On y viendra. Qu'est-ce que la corporéité? Pour avoir déjà une idée globale de la méthodologie de Respire, on a trois phases. Donc, une première qui permet de comprendre la situation de départ par des enquêtes et des entretiens en ligne qui ont eu lieu en avril jusqu'à août 2022. Une deuxième phase où on aura une approche de formation, donc une phase de recherche-action avec des communautés de pratique et des entretiens au début de cette formation. Et une troisième phase qui sera l'entretien post-expérience. Et là, c'est le dispositif général de Respire. Pour cette présentation, les éléments théoriques généraux qui vont appuyer cette présentation, c'est donc la résilience par les stratégies de coping, la cognition incarnée, la corporéité, et nous parlerons des effets de contexte. Donc, tout d'abord, la résilience académique, c'est un processus dynamique d'interaction entre l'étudiant et un environnement perpétuel, en perpétuel changement. Et ce processus s'appuie sur des ressources internes et externes. Le coping, lui, c'est un concept de psychologie, donc qui est issu du terme to cope with, qui veut dire faire face, et désigne les efforts cognitifs et comportementaux déployés par un individu pour gérer des exigences perçues comme dépassant ses ressources. Et c'est une stratégie d'adaptation qui fonctionne en fonction de la personne, de la situation et du contexte. La cognition incarnée ou connaissance incarnée, c'est un concept central dans la mesure où il permet de
de mettre en relation le corps, l'esprit et l'environnement. C'est une approche qui est développée par Varela. Il propose que la cognition ne peut être séparée du corps et il agit en interaction constante avec son environnement. Donc, la cognition incarnée soutient que le corps et l'esprit ne sont pas dissociés, mais font partie d'un tout et que le corps n'est pas simplement un outil au service de l'esprit. C'est une composante essentielle. Comme le décrit Varela, il existe une circularité fondamentale dans laquelle l'organisme et l'environnement s'enveloppent et se dévoilent. Parlons donc de la corporéité. La corporéité, c'est un concept qui souligne l'importance des relations qu'une personne entretient avec son corps, avec le corps des autres et avec l'environnement. Et pour modéliser la corporéité, on peut s'appuyer sur cette modélisation ici présente. Tout d'abord, le corps à soi qui est central, qu'on appellera l'espace 1, le corps en interaction avec les autres qu'on appellera l'espace 2, le corps avec l'environnement, l'espace 3, et le corps dans l'espace virtuel, l'espace 4. Et cette modélisation euh, permet de passer au corps sensible. Donc, le corps sensible se définit comme un corps qui ressent, éprouve et agit à partir d'indices sensoriels internes et externes. Donc, le corps sensible permet aussi d'apprendre par l'expérience sensible, donc l'expérience qui sera basée sur des interactions avec l'environnement, avec des interactions euh, avec les autres. Maintenant, les effets de contexte. Donc, comme élément démonstratif d'éléments interculturels, les effets de contexte, il s'agit de la conséquence entre d'un décalage entre la conception d'un acteur, par exemple l'élève ou l'enseignant, et celle véhiculée par une proposition d'enseignement, par exemple dans les manuels scolaires entre les conceptions, un décalage entre les conceptions des acteurs en présence, par exemple, entre les élèves eux-mêmes ou entre les enseignants ou entre les élèves et l'enseignant. Pour modéliser les différentes phases d'un effet de contexte, on a trois phases, notamment observables. Donc, une phase d'émergence et d'apparition, les effets de contexte, une phase de négociation, et une phase de résolution qu'on appellera grounding selon le Bay et Becker. Revenons à la méthodologie générale, puisque nous présenterons la méthodologie. Pour cette présentation, il s'agira de s'appuyer notamment sur l'accompagnement expérientiel via les communautés de pratique ainsi que les entretiens. Donc, l'accompagnement expérientiel via les communautés de pratique, tout d'abord, les communautés de pratique se définissent par des groupes d'individus issus d'une même pratique, d'un domaine d'expertise, se rencontrant face à face ou en ligne pour partager des connaissances et apprendre ensemble. Concernant l'apprentissage expérientiel, c'est un processus interactif où l'accompagnateur joue un rôle clé en soutenant et en guidant l'accompagné à travers ses expériences d'apprentissage. Pour le projet, dans les trois contextes, l'accompagnement expérientiel se fait via 11 communautés de pratique où les formateurs ont pu échanger au travers d'accompagnement somatique, donc d'expériences sensibles de corps et des moments réflexifs. L'hypothèse pour cette présentation que nous pouvons émettre est donc que l'accompagnement expérientiel permet de prendre conscience des interactions entre corps et esprit en situation d'enseignement et favorise l'expression de dimensions interculturelles. Et pour instruire cette hypothèse, nous allons nous appuyer tout d'abord sur les comptes rendus qui ont été remplis à l'issue des communautés de pratique par moi-même en tant que doctorante observatrice et participatrice de ces participantes de ces communautés de pratique et aussi à partir des entretiens semi-directifs pour mettre en mots les prises de conscience entre corps et esprit.
Alors, c'est pour vous donner une image globale de la chronologie des communautés de pratique avec les différents thèmes abordés, tels que le rapport à soi, le rapport à l'autre, aux environnements, et le rapport à la pratique avec les interactions avec les étudiants, les concepts et les méthodes, les contenus et méthodes. Alors, nous allons prendre un cas particulier qui est donc une séance hybride où les trois contextes, Guadeloupe, Montréal et Lausanne, se sont rencontrés. Il s'agissait d'une activité expérientielle menée par une formatrice de Montréal et il s'agissait d'explorer les différents espaces selon les extraits musicaux proposés par l'équipe de Montréal. Donc, je crois que je n'ai pas la main pour vous faire écouter, mais un peu pour vous donner l'idée. La première musique permettait d'explorer l'espace 3, donc l'environnement. Donc, les consignes ont été données en amont des écoutes musicales. Donc, l'espace 3 a été mené par pardon, cette musique qui est suisse. La deuxième musique, c'était de la gigue québécoise et il s'agissait d'explorer l'espace 4, donc d'interagir avec la visio. La troisième musique, c'était l'espace 1, l'espace 1, donc avec une musique classique, baroque, pour retourner à soi. Et puis la quatrième musique, euh, musique cubaine de Ruben González pour explorer les espaces 1 à 4. Donc, dans la consigne annoncée, la deuxième et la troisième musique devaient être la gigue pour l'espace 4 et la musique baroque, mais ça a été inversé. Et il y a eu peut-être l'émergence d'un effet de contexte. Alors, reprenons donc les trois phases de l'effet de contexte. Pour ce qu'on a observé et ressenti lors de cette séance, tout d'abord en Guadeloupe, par rapport aux deux autres contextes, il y avait un inconfort, une paralysie des corps qui a surgi lors de cette activité. Euh, Malgré l'inversion de musique, les participants ont su, dans les autres territoires, mettre leur corps en mouvement rapidement, ce qui n'a pas été le cas en Guadeloupe, où nous avons ressenti un inconfort plus intense. Difficulté de mettre encore les mouvements, de mettre nos corps en mouvement, et donc d'explorer ces différents espaces pour un peu voir résoudre cet effet de contexte, enfin pour négocier, certains participants ont été observés comment se débrouillaient les autres contextes dans les espaces. Et comme quid de résolution, il y a pour la quatrième musique, genre comme je rappelle, c'était de la musique cubaine, plutôt latine. Donc, une des participantes a proposé qu'on danse tous une chorégraphie que nous connaissons, le kuduro, et sur cette musique. Maintenant, donc d'une part, j'ai présenté qu'est-ce qui était une situation, un cas particulier, et pour mettre en mots la prise de conscience des corps via cet accompagnement expérientiel, au début de l'expérience et à la fin de l'expérience, des entretiens semi-directifs ont été menés. Donc, par exemple, pour P4, qui au début de l'expérience lorsqu'on demandait pour quelle était sa perception de corps, sa conception, elle exprime que son rapport au corps est essentiellement défini par son interaction avec les autres, par rapport aux autres. Comme elle dit, moi-même, j'ai toujours l'impression que le corps, c'est par rapport aux autres. Le corps est et que aussi, elle s'est rendue compte que, comme elle disait au début de l'expérience, qu'elle bougeait trop. Au retour d'expérience, donc en juin 2024, euh, elle conçoit plus son corps dans l'espace 1, donc comme le corps intrapersonnel, l'espace intrapersonnel. Et elle exprime qu'elle réduit donc ses mouvements dans l'espace 2 et 3. Donc, elle utilise aussi les mots des concepts qui ont été apportés lors de cet accompagnement expérientiel. Un autre exemple est pour P6 qui reconnaît son corps comme au service, comme outil, au service de son discours lors de son enseignement
au début de l'expérience. Et ensuite, au retour de l'expérience, il exprime le fait d'avoir beaucoup plus conscience de l'espace intrapersonnel, l'espace 1, l'espace interne. Donc, il va être beaucoup plus tourné un peu plus vers lui plutôt que sur les autres dans son enseignement. Pour illustrer la mise en mots de la pratique, la mise en mots de conscience du corps liée à l'accompagnement expérientiel, on peut aussi prendre l'entretien 2 de P1, donc, qui a eu lieu en juillet 2024, qui était déjà convaincu d'une idée de son corps, d'une conscience de corps par sa voix, par sa posture et dans l'environnement. Et l'expérience lui a permis de mettre des mots justement sur cet état de conscience. Alors, pour discuter ces résultats, donc comme l'expérience, la communauté de pratique hybride, euh, pour, il y avait une volonté de la formatrice de prendre en compte les différents contextes, comme on l'a vu par les différentes musiques suisses, québécoises, et par une musique plutôt latine, donc on a associé au contexte de la Guadeloupe une musique qui ne lui appartient pas spécifiquement. Donc, on a pu voir l'apparition d'une séquence d'effets de contexte, ce qui a permis de découvrir plus précisément par les participants le contexte musical de la Guadeloupe. Et cette expérience permet de confirmer le rôle des effets de contexte dans le développement des compétences interculturelles. Le corps est habituellement vu comme support du cerveau plutôt qu'un tout. Donc, on peut partir du constat que maintenant, les participants ont pu évoluer par une prise de conscience progressive du corps et par la conceptualisation de ce corps. Et la capacité de mettre en mots le ressenti manifesté lors des activités en présentiel et à distance. Donc, les communautés de pratique permettent un rétablissement du lien entre le corps et esprit dans un contexte institutionnel. Donc, on peut affirmer notre hypothèse, surtout que le contexte institutionnel est souvent réticent au corps. Pour conclure, est-ce que le projet Respire met en lumière deux contextes majeurs? Tout d'abord, celui de l'enseignement supérieur et celui des contextes géographiques sociétaux des trois territoires, Guadeloupe, Québec et Suisse. On peut se demander lequel de ces contextes est le plus explicatif des résultats observés. Donc, pour beaucoup d'aspects relevés dans le projet, il semble difficile de trancher. En revanche, il semble s'être développé une certaine résilience plus importante en Guadeloupe face à la crise de COVID-19. On pourrait expliquer cela, c'est un débat ouvert, par les crises naturelles et sociales vécues par ce territoire, donc en Guadeloupe. Je vous remercie pour votre attention et suis à l'écoute de toutes questions, remarques et si mes collègues veulent bien intervenir. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour Stécie, Marlène Boudot, Université des Antilles. Bonjour Marlène. Bonjour. Contente de t'avoir entendu, hein, et voilà, et j'ai plus ou moins participé, mais les réponses étaient anonymes, donc ça va, on ne sait pas. Alors, je voulais te demander comment as-tu analysé cette paralysie des corps des formateurs en Guadeloupe? Il me semblait que tu as parlé des effets de contexte. Est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît? Pourquoi, lors de cette expérimentation, les formateurs en Guadeloupe, même si c'était une musique, elle n'est pas si éloignée que ça, la musique cubaine avec la musique guadeloupéenne, il me semble pas que c'était seulement dû à la musique. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses, paralysie du corps? Et puis, j'aurais bien aimé qu'on développe cette résilience en Guadeloupe, crise sociale et naturelle. Je pense que bon, ça interpelle quand même. Je sais pas si il n'y a pas de crise naturelle
Quand tu appelles naturel, tu parles de quoi? De la météo, des cyclones et tout? C'est ça? La Bon, au Québec, météo, il y a la météo qui n'est pas tendre non plus. Voilà, ouais. je te remercie. Oui, alors bon, je reviens pour les crises. On parle donc bien sûr du climat qui est différent par rapport à Québec et Suisse, et puis le climat social aussi, la crise de l'eau ou voilà. Donc ce sont aussi ces questions-là qui peuvent émerger dans le contexte. Pour ta question, pour le cas de la séance hybride pour les musiques, c'est un confort qui a été ressenti notamment par nos formatrices de formateurs, donc c'est notre jargon, je vais dire, et qui a été aussi observé par rapport aux autres contextes. Donc je rappelle un peu le scénario. On était donc à l'INSPE même, dans une salle de conseil. Donc dans cette salle, on peut peut-être aussi voir à travers les fenêtres les personnes qui peuvent passer, mais aussi la musique qui a été choisie n'est pas forcément liée au contexte. Au début, on avait du mal à mettre en mouvement directement les corps par rapport à déjà la première musique qui était suisse. La deuxième musique, il fallait explorer l'espace 4. Bon, finalement, il y avait une intervention de musique, c'était une musique plutôt classique. Donc, ça collait pas, mais les autres, enfin, en tout cas, par rapport aux autres territoires, on avait plus de mal à mettre encore. Et à la fin aussi, je rappelle qu'il y a eu euh, un exercice de réflexion où chaque territoire a écrit son ressenti sur l'expérience. Pour le Québec, alors, je ne l'ai pas présenté là, mais une des participantes a dit la Guadeloupe restait figée. Donc, je reprends ces mots. Et c'était vraiment tout au long de cette expérience jusqu'à la fin où une participante, que je ne nommerai pas, a mis en mouvement tout le monde, puisqu'il s'agissait d'explorer tous les espaces pour le dernier exercice. Et nous a poussé à faire une chorégraphie qu'on connaissait tous, donc le Kuduro, mais sur la musique de Robert Gonzalez, qui n'est pas forcément une musique qu'on va écouter en Guadeloupe, ce sera plus le Grouka. Et voilà, c'est une réflexion qu'on a eue. Donc, est-ce qu'on a observé un effet de contexte? Ça a été vraiment l'une des CDP, des communautés pratiques, où on a vu, on a pu observer ces différentes phases et aussi par rapport à la culture, à la musique et à ce qui a été choisi par notre formatrice de Montréal. Voilà si je réponds. Merci. D'autres questions? Donc, alors, peut-être une petite dernière. Vous avez parlé, enfin, vous avez décrit cet effet de contexte là par rapport aux danses attendues selon les musiques proposées. Est-ce que, en dehors de cet effet de contexte, vous en avez observé d'autres? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en observer d'autres? Non, non, c'était vraiment la séquence où l'effet de contexte a pu émerger. On a eu une autre CDP, une autre communauté de pratique hybride, où on n'a pas ressenti justement ces différentes phases, mais c'est vraiment, on n'a pas observé d'autres effets de contexte dans le dispositif. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Me permettre Allez-y, d'intervenir ou Monsieur pas? Delcroix. Oui, bien sûr. Oui, Ah oui, oui, vous avez 2, 3 minutes. Allez-y. oui, c'est pour peut-être prendre un angle différent par rapport à l'exposé. C'est en fait, bon, par exemple, pour dire les faits sociaux et autres, euh, 3 fois par semaine, je vais au travail sans avoir pris ma douche parce que tout simplement, il n'y a pas d'eau au robinet. Et je veux dire, on a la question qu'on se pose, une question qu'on peut légitimement se poser, en fait, c'est au travers de ce projet, c'est qu'est-ce qui fait ou forme plus notre identité professionnelle
à savoir que tous les participants, Guadeloupe, Québec et Lausanne, sont tous des participants qui forment des enseignants, donc ce qui constitue une forme d'identité professionnelle. Et l'autre partie qui est celle, finalement, ce qui nous attache à notre contexte, finalement, géographique, culturel, linguistique, etc. Donc vraiment, il y a ces deux pôles-là d'interrogation qu'on peut avoir. Et sur la majorité des aspects, il semble bien que finalement, ce qui ressort, c'est celui de on est quand même très forgé par notre identité professionnelle. Et après, on trouve donc au fil des résultats des traces, là il en a été exposé une, mais il y en a d'autres qui tentent à montrer que face à la Covid, en fait, la Guadeloupe a pu développer une résilience parce qu'elle est quelque part habituée, si je puis dire, aux situations dégradées. Situation, il y a un manque d'eau, situation de coupure d'électricité ou situation sociale ou autre. Et donc, quelque part, ces circonstances-là nous permettent d'être résilients face à des crises externes. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire, c'est-à-dire que finalement, pour reprendre la thématique des journées, dans ce cas-là, les marges, par leur habitude de situations délicates ou parfois d'oubli par rapport à excusez-moi du terme, la mère patrie, finalement développent des formes de résilience, en fait. Voilà, qu'elles soient professionnelles, personnelles ou bon, c'est un petit peu ce que peut-être à titre provisoire, parce qu'on est encore en train d'exploiter les données, c'est peut-être une conclusion que je formulerai à titre provisoire. Très bien. Merci pour ces précisions. Merci beaucoup.